Karim Ajoub, bonjour, bienvenue à Jugurtha Talks. Bonjour Ahmed. Comment vas-tu? Très bien, très bien, comme Écoute, toujours. ça me fait plaisir de te voir. Les gens en fait ne savent pas, mais Karim et moi en fait on se connaît depuis longtemps. On a travaillé ensemble. En fait, c'était mon premier taf. Et la première fois que j'ai rencontré Karim, c'était un senior. Ouais. Et moi, je faisais mes armes un peu à Carrefour. Mm. Et c'est vrai que Karim est quelqu'un de super intéressant. Il a un parcours assez intéressant. Mais je ne vais pas en dire plus. Donc, si tu veux te présenter, je te laisse aussi le micro. Est-ce que tu peux te présenter d'une manière succincte, Ouais. rapide Ok. à l'auditoire? Alors, je m'appelle Karim Mahjoub, oui, j'ai 42 ans, marié, 2 enfants. Tu veux que je présente aussi mon parcours en même temps Commence comme voilà. tu veux. Bon, voilà, aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un business coach. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs. Ce que je fais aujourd'hui, précisément, c'est que j'accompagne des dirigeants de TPE, PME dans leur stratégie d'entreprise, dans le pilotage de leur entreprise. Voilà. Ok. Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi? Je suis né à Carthage, en Tunisie, à Tunis. Donc j'aime Ah, bien dire Carthage. Carthage Ah, bah, parce un que je suis un vrai. Carthaginois et j'aime bien les films de gladiateurs. Comme Hannibal. Exactement. Et Hannibal, c'était mon premier héros au départ. Avant, tu sais, Terminator, Arnold Schwarzenegger, etc. Pour moi, Hannibal, c'était Mais Hannibal. C'est pour ça les que gens ne connaissent pas forcément Hannibal aussi. Ou du moins, il n'y a Ah. pas beaucoup d'histoires. Du moins, je sais qu'en... Moi, en- je me rappelle, j'ai lu le premier magazine que m'a acheté mon père, c'était justement, c'était Arfen, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelait, ou Qaws Quzah, je me rappelais plus. Et il y avait des petits retours sur l'histoire. Il y avait une histoire sur Hannibal, justement, succincte, que j'avais lu, je crois que j'avais 6 ans, et j'étais en admiration devant ce bonhomme-là, avec les éléphants, machin, dans les Alpes. C'était magnifique, c'était Ok. magnifique. Donc c'était mon premier héros, effectivement. Donc je suis fier de dire aujourd'hui, je suis carthaginois. Eh ben écoute, ben, c'est bien. Donc tu as grandi à Carthage et où est-ce que tu as fait Alors, je suis né à Carthage, j'ai grandi un petit peu à Carthage, après la Marsa, et je suis resté toujours à la Marsa, à Tunis. Ok. Et Voilà. tu as fait après ton lycée Alors, j'ai fait que du public, primaire, collège, secondaire, j'ai pas fait de mission, hein, même si j'avais un Bah, parent. en fait, Ouais. les gens ne le savent pas parce qu'en fait, c'est un éditeur aussi français. Ils ne savent pas ce que ça veut dire mission. Est-ce que tu peux Ah expliquer? oui, mission, c'est une école française, hein, c'est une école privée française en Tunisie, hein, pour ceux qui veulent suivre un cursus plutôt français, Ok. hein, pédagogie française, plutôt que le cursus public tunisien, quoi. Hein. Ok. Voilà. Et donc tu as fait le lycée public. Après, fac. Un petit peu de fac. Ok. Qu'est-ce que tu as J'ai fait là-bas? fait l'ISKE Ok. et c'était une super mauvaise expérience Pourquoi? parce que j'ai pas aimé du tout. C'est pas ce que je voulais faire, c'était l'ISKE, hein, c'est de la comptabilité, hein, ça te fait sortir des comptables, des experts comptables. Mais pourquoi tu as Ouais. choisi ça? J'avais pas le choix, j'étais orienté comme ça et dans ma famille, il y a une influence aussi de ma famille parce que il y avait beaucoup de financiers, de comptables dans ma famille et je savais pas honnêtement quand je suis sorti du bac qu'est-ce que je devais faire. J'étais un peu perdu et ils m'ont dit bah fais comme tout le monde, ce qu'a fait la famille, hein, de toute façon ils vont t'aider, etc. Et dès que j'ai mis le pied dans cette faculté-là, la faculté était bien, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et j'avais aucune référence en termes d'amis ou de famille qui me disait ah peut-être je ferais ça plutôt que ça. Donc, aucune référence. Mais je suis resté quand même un petit bout de temps parce que j'avais rencontré ma femme, ma dulcinée, là-bas. Et Ah, donc bah c'est finalement, jeune. je me suis tapé les amphithéâtres, tous les cours, j'étais tout le temps présent. J'ai fait aucune absence. Mais Bah, pas comme pour les quoi, cours. comme quoi, parfois l'amour c'est bien, ça rend assidu. Exactement. Ah, j'ai jamais été aussi assidu de ma vie. Bah, aujourd'hui, c'est ma femme. Donc, Eh ben écoute, voilà. c'est vrai que en fait pas tout le monde a eu la chance de rencontrer sa partenaire de vie aussitôt que toi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi ça m'avait interpellé. Mais je vais y revenir. Donc tu as fait la fac, donc à l'ISKE, Mhm. donc fraîchement diplômé. Non, 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 j'ai pas. Non, non, j'ai arrêté très Bah oui. rapidement. Non, non, je suis resté juste, je veux dire, quelques mois, voire un an, pour justement Ah, conquérir ma dulcinée. et Et après. après, je me suis dit bon, faut que si je veux vraiment concrétiser les choses, eh ben, il fallait que je m'occupe un petit peu de mon avenir. Oui. Et franchement, au niveau orientation, c'était pas bon du tout. Donc je me suis dit non, je veux faire autre chose. Donc là, c'est là que j'ai décidé de partir. Donc c'était une décision un peu difficile par rapport à la situation, de partir Oui. et de faire enfin, des études commerciales plutôt, d'accord, Mhm. donc tout ce qui est dans le commerce, marketing, en France, à Nantes plus exactement. Ok. Donc Voilà. tu as fait. Après tu Donc j'ai as. switché, je suis allé vers Nantes et c'est là que j'ai fait mes études supérieures à Nantes et j'ai eu un diplôme en marketing action commerciale qui s'appelait comme ça à l'époque, quoi. Ok. Voilà. Ok. Une fois ce diplôme en poche, le jeune Kérim, il avait quel âge à l'époque?
Bah, j'avais à peu près 24 ans. 24 ans. 24 ans. Donc 24 ans, diplômé, plein de motivation, Voilà, plein de bonnes intentions. c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai réservé une famille au pair pour la rentrée suivante à Londres parce que j'avais un niveau pourri d'anglais, donc je voulais améliorer mon anglais et en Ok. plus avoir une expérience autre aussi. J'avais soif d'expérience et donc je me suis dit, ok, je suis tout réservé, la famille d'accueil était là et en rentrant en Tunisie pendant les vacances, il y a eu une proposition de Carrefour en Tunisie qui venait de Ah, s'installer. Donc Carrefour s'est installé dans les années 2001. Commencé à se développer, à s'installer. Moi, je suis arrivé en 2004. Et donc, ils étaient en pleine expansion. Et c'est là qu'il y avait un poste qui m'intéressait vachement, quoi. Donc, je devais faire un choix. Ou bien aller à Londres et Londres. famille au père, ou alors Tunisie et grande distrib et... Exactement. Voilà. Donc, et la grande distribution m'intéressait parce que j'avais déjà fait un stage en grande distribution dans Mhm. la partie marketing. Donc, ça m'intéressait. Donc, j'ai dit chiche, bon, je reste finalement et je tente l'expérience de Carrefour en Tunisie, qui était une excellente expérience. Qu'est-ce qu'on apprend dans la grande distribution qu'on apprend nulle part ailleurs? En grande distribution, tout va très rapidement. C'est-à-dire que par rapport à d'autres entreprises, quand on met en place des actions marketing, etc., bon, pour le retour un petit peu était plus ou moins long. En grande distribution, c'est rapide. Si tu fais une action et que tu la fais bien, tu as les résultats qui sont bons très rapidement. Si ton action est pourrie, bah, tu le vois tout de suite aussi. Tu vois. Donc Ok. c'est ça qui est important parce que la cadence est rapide. Et en grande distribution, il y a tellement de métiers qui se chevauchent aussi que tu apprends énormément, c'est énormément d'expérience, énormément d'humains, parce qu'on se retrouve avec travailler à plusieurs avec des gens de différentes spécialités, de la compta, du marketing, de l'opérationnel. Tu discutes aussi bien avec l'employé que le cadre supérieur. Et ça, c'est ce foisonnement un petit peu de compétences, d'êtres humains, etc. est super enrichissant, super. Oui, mais ça aussi, ça existe dans d'autres secteurs, pas forcément dans la grande distribution, non? Tu as d'autres secteurs d'activité où tu retrouves un poste, tu restes dans ton poste, tu bouges plus. Oui, oui. Mais par rapport à le fait que tu discutes aussi beaucoup et tu interagis beaucoup avec le marketing et autres. Ouais. Hmm. Oui, non, mais c'est vrai, ça dépend des postes, effectivement. Mais j'ai retrouvé, en tout cas, comme ma jeune expérience, dans ce secteur d'activité, en tout cas, la grande distribution, l'agroalimentaire, ce que je cherchais plus que d'autres secteurs, par exemple de banque ou, je sais pas, d'autres secteurs d'activité. Mhm. J'ai trouvé, je veux dire, ce que je cherchais là-dedans, quoi. Ok. Voilà. Est-ce que tu as acquis des compétences dans la grande distribution que tu utilises jusqu'aujourd'hui? Alors j'ai commencé ma carrière en grande distribution en tant que manager achat ou négociateur, hein, si on veut dire ça. Donc oui, effectivement, il y a des négociations, mais donc la négociation est une compétence que j'utilise jusqu'à aujourd'hui parce que derrière le mot négociation, il y a toujours, c'était péjoratif. Des négociateurs ont toujours l'image un petit peu de négociateur Oui, un oui. peu agressif et Exactement. position de Bon, en force, fait, etc. c'est un peu l'école de la grande distribution, un peu aussi. Il y a cette manière un peu pushy de négocier. Oui, Et... c'est vrai que tu as un pouvoir, mais ça dépend comment toi tu le prends, ce poste-là. Et moi, bon, effectivement, j'ai été mentoré, j'étais accompagné par d'autres acheteurs qui avaient plus d'expérience, qui m'ont montré un peu le métier, mais j'ai pris mon propre style, quoi. J'ai trouvé mon propre C'est style clair. et je voulais absolument pas aller utiliser un petit peu la puissance d'achat, entre Je guillemets, suis et d'accord. le nom Carrefour pour imposer les choses. Je voulais vraiment convaincre avec des arguments commerciaux, d'accord, et convaincre le partenaire qu'il faut aller faire ci, faire ça, ou nous octroyer tel avantage pour que lui soit gagnant. Et je tenais absolument, de toute façon, c'était mon travail au quotidien, à ce que ce qu'il nous octroyait comme avantage, par exemple financier, etc., qui s'y retrouve à la fin de manière à ce qu'on soit win-win. C'est-à-dire que si à la fin de l'année, moi je suis gagnant, mes patrons sont contents et lui il est aussi content parce qu'il a fait du bénéf, bah, tout le monde est content. C'était ça mon objectif, quoi. Hmm. Et est-ce que tu recommanderais à un jeune aujourd'hui de travailler dans la grande distribution aujourd'hui? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, ça Pour quelle reste une raison? très bonne école parce que je trouve que, alors c'est toujours de mon point de vue à moi, hein, parce qu'aujourd'hui j'ai pas fait 36 000 secteurs d'activité, mais ce qui est bien dans la grande distribution, c'est que c'est au mérite. C'est-à-dire que si tu travailles bien, si tu es bon dans ce que tu fais, si tu as de nouvelles idées, si tu as tout à fait la possibilité de mettre en place de nouvelles idées, parce que c'est ce qu'ils recherchent en permanence pour se différencier de la concurrence. Et donc, du coup, avec ces conditions-là, c'est une excellente école, et c'est une excellente école de formation aussi, et d'humilité, je dirais. Oui, c'est vrai. Mm. C'est vrai. En fait, pour les personnes qui nous écoutent, je me rappelle très bien, je suis rentré à Carrefour aussi, donc j'ai travaillé au même endroit que Karim. Et
je me rappelle quand je suis rentré, j'étais impressionné par l'environnement, parce que c'était la centrale d'achat et on négociait. Et c'est vrai que c'était intimidant. Tout le monde était en costard-cravate et il fallait faire bonne figure. Et je me rappelle très très bien en discutant avec Karim pour il me donner des billes en tant que débutant pour négocier. Lui, il était déjà vétéran, il avait plusieurs années sous la ceinture. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraide aussi dans la centrale d'achat, du Mm. moins dans laquelle on a travaillé. Et c'est vrai que c'est une excellente école pour négocier. Et ça, moi, personnellement, ça m'a permis, par exemple, après, quand j'ai pivoté, je suis allé dans d'autres domaines, de garder toujours cette fondation qui était quand même excellente que j'ai eue grâce à la grande distribution. Donc, après 9 ans, je crois, à peu près, de bons et loyaux Ouais, services. 2024-2013. Ah oui. Voilà, ouais. Et donc 2004, 2004-2013, oui, pardon. Ouais. Ouais. 2004-2013, tu changes un peu, donc tu t'expatries de Tunis à Paris. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre Paris et laisser le beau soleil tunisien derrière toi? Donc explique-moi. Bah écoute, c'est délicat. Comment te le dire 2013, post-révolution, le contexte socio-économique a un petit peu changé aussi. Moi, j'arrivais aussi à un point de carrière où je voulais voir un peu plus parce que l'achat, j'ai évolué en une chef de secteur, etc. C'est ce que, enfin voilà, les objectifs que je me suis fixés, je les ai atteints partiellement en tout cas, et j'avais le besoin de voir autre chose. Hein. J'aime pas rester cantonné dans un poste, et donc du coup, j'ai pas trouvé facilement dans le contexte post-révision ce que je pouvais faire. Donc du coup, je me suis dit bon. Pourquoi pas s'exporter, essayer autre chose, un autre contexte, etc. Donc Paris, pourquoi Paris? Parce que j'adore Paris. Chaque fois que j'y vais à Paris, je tombe de plus en plus amoureux de cette ville-là. Alors beaucoup diront Paris, c'est une ville de fous, stressante, etc. Mais moi j'adore ça. Quand je vois les gens courir, je sens ce dynamisme, cette énergie, des théâtres, la culture. Je veux dire, on peut pas s'ennuyer à Paris. Et moi j'aime bien faire beaucoup de choses, hein. J'aime bien m'occuper. Moi, rester à la maison, devant la télé, ou rester chez soi, je suis pas du tout casanier, moi. Donc ça répondait complètement. Donc j'adore Paris, donc je me dis, allez, je vais tenter le coup à Paris. Et comment ça s'est passé? Donc une fois arrivé, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Tu frappes à quelle porte? Alors, au départ, j'avais aucune porte parce que quand je me suis décidé, c'est du jour au lendemain, et j'ai dit, je me rappelle à ma femme, on avait déjà 2 enfants en bas âge, et je lui ai dit, écoute, il faut que je parte. Elle m'a dit, mais t'as une opportunité? Je lui ai dit, non, j'ai pas J'y vais d'opportunité, comme ça. mais je ressens le besoin, il faut que j'y aille. Là, j'en peux plus, il faut que j'y aille, il faut que je voie autre chose, il faut que je vois autre chose. Et donc, du coup, je lui ai dit, écoute, on fait un deal, laisse-moi 6 mois, j'y vais. Mais si c'est bon, j'arrive à m'installer et tout ça, très bien, je te passe un coup de fil et tu viens de me rejoindre. Si au bout de 6 mois, j'y arrive pas, ben, je reviens en Tunisie et je retoque à la porte. Et voilà, je me fais embaucher, enfin embaucher quoi. Mais je voulais tenter le coup. Donc du coup, j'ai pris mon sac à dos, grosso modo, et je suis allé à Paris. Donc voilà. Et comment tu as gagné ton pain? Ah, bon, au départ, effectivement, à chaque fois, je me suis fait inviter par quelqu'un, une connaissance de connaissance pour avoir un lieu où dormir. Mais beaucoup diront, ouais, j'ai galéré, j'ai vraiment, j'ai dormi sous les Non, ponts. Mais mais te connaissant, en vérité, non, j'étais super bien accueilli. D'ailleurs, j'étais accueilli par un vieux monsieur qui était une connaissance d'une connaissance d'une connaissance d'une connaissance que je connaissais absolument pas. C'est juste, on m'a dit, vas-y, il va t'accueillir. Donc je suis tombé chez un vieux monsieur qui a 70 ans, monsieur Mohamed Korali, je me rappelle, donc c'est un Tunis d'origine tunisienne, qui était tout seul, veuf, chez lui à Bondy, donc il est loin de Paris quand même. Et donc le deal, c'était que je reste une semaine. Et avec ce monsieur, ça a bien fité, on a discuté, il parlait un petit peu de ses histoires, et j'ai adoré ça. Petit à petit, il commençait à sortir un peu le pastis. Donc, on passait de super soirées. Je n'étais pas toujours très frais le lendemain, mais tu vois, on avait de super discussions. Et moi, je faisais des courses, il me faisait à manger, et on est devenus potes, quoi, finalement, sans se rendre compte. Et du coup, il s'est commencé à s'habituer à ma présence, il connaissait mon histoire, et il m'a dit, bah, reste encore une semaine, ensuite une semaine. Et à un moment donné, je lui ai dit que monsieur Accor, j'ai trouvé où je dois, enfin, une habitation, un lieu d'habitation. C'était le premier effectivement objectif, hein, se trouver où crécher avant d'aller chercher où est-ce que je vais travailler. Et du coup, il m'a dit,
reste encore, etc. Bon, je suis resté honnêtement une semaine de plus, alors que j'ai commencé la location pour lui faire plaisir, parce que ça me faisait mal au cœur de le laisser comme ça. En plus, c'est devenu un pote, hein, comme je te dis. Et donc, du coup, je restais une semaine de plus, et après, je lui ai dit, monsieur Corley, je dois vraiment partir, hein, parce que j'ai d'autres choses, j'ai une famille qui attend aussi. J'ai que 6 mois. Là, j'ai bouffé un mois déjà. Hein, donc, et donc, du coup, voilà, je suis parti et je le remercie jusqu'à maintenant. Bon, après, effectivement, je l'ai laissé les week-ends tranquilles parce que sa famille qui venait. Donc, je me débrouillais pour dormir à droite à gauche, pour le laisser un peu dans sa vie privée, son intimité. Je ne m'imposais pas. Donc, voilà, c'est une période très sympa pour moi où j'ai énormément appris de ce monsieur-là aussi, qui m'a énormément aidé, d'accord, et qui m'a facilité après la suite. Après ça, je trouvais un job, bah, comme par hasard, dans la grande distribution, Bah mais oui. cette fois avec un groupe espagnol qui s'appelait Dia à l'époque. Et, euh, et ça, effectivement, je suis revenu un petit peu en dessous du niveau où j'étais parce que je devais refaire mes preuves un petit peu, donc Mhm. gérer des magasins. Mais après, j'ai vite monté pour gérer un réseau de magasins sur Paris. Donc c'est un réseau intégré, donc il y avait de l'humain à gérer. J'avais à peu près, j'ai géré, je crois, en tout et pour tout, hein, 200 personnes pendant les 3 ans où j'y étais, avec, je sais pas, en tout, je sais pas, une centaine de magasins, avec toutes les problématiques qu'il y a aussi. Comme c'est un réseau intégré, il y avait les syndicats aussi, donc je connaissais pas les syndicats. J'ai découvert ça en France. Donc au départ, ça s'est bien frité avec les syndicats parce que je savais pas comment. Et du coup, après, c'est très bien passé. Tout ça, c'est des expériences, super expériences que j'ai eues en grande distribution. Et là, j'ai fait plus d'opérationnel, plus de la gestion humaine, plus de terrain à ce moment-là. Donc c'était très très prenant, mais une excellente formation. Une Mhm. excellente formation. Ok. Ouais. Donc, bah, en fait, tu as quand même pas mal de grandes distributions Ah comme oui, expérience sur la ouais. ceinture. Je crois que tu as à peu près plus de 15 ans d'expérience dans 17 ans. Ouais. 17 ans pour Ouais. être exact. Ouais. Qu'est-ce que tu entends comme conseil erroné souvent dans la grande distribution qu'on donne? Conseil erroné. Ouais. Je sais pas. Bah, Quel conseil? généralement, on donne toujours des conseils dans un domaine bien Ouais. particulier, dans une expertise. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des conseils que tu entends et tu te dis, bon, c'est n'importe quoi ce que ces gens disent? Oui, oui, après, oui, je comprends ce que tu veux dire. Par là, tu entends beaucoup de conseils. Après, c'est à toi d'adapter, de filtrer un petit peu selon ta personne. Moi, je pense, comme je t'ai dit, déjà, ma première expérience, j'ai vu des négociateurs pour apprendre la négociation. J'ai pas forcément copié la façon de négocier de ces personnes-là. J'ai pris mon style à moi, qui m'allait bien, qui correspondait à mes valeurs, justement. Et ben, c'est pareil par la suite. C'est-à-dire que tous les conseils que je reçois, je fais le filtre, qu'est-ce qui me va, Tu qu'est-ce les qui va bien, adaptes. je les adapte à ma personne, à ma vision aussi des choses, même si quand tu travailles dans une entreprise, tu dois te calquer aussi à la vision de l'entreprise, mais tu as des valeurs aussi Mhm. personnelles, et je pense que l'erreur, ce serait de contrecarrer ses propres valeurs, ça c'est la plus grosse erreur. Hmm. Et quand tu contrecarres tes valeurs, bah, t'es vite malheureux. Oui, Hein. oui. Donc après DIA, tu te lances aussi dans une expérience avec Carrefour, donc tu reviens un peu chez Carrefour. Mais Voilà. entre-temps, tu fais un petit segue qui est très intéressant en 2016. Euh, Tu fais une formation de coach. Mhm. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une formation de coach ou de coaching? Alors, au départ, moi, j'étais très, très intéressé et passionné par tout ce qui est psychologie, depuis l'âge de 14 ans. Comment c'est tombé? J'ai lu un bouquin qui traînait dans la maison de ma maman, qui était un bouquin de Monsieur Freud, hein, Mhm. qui parlait du moi, du surmoi, etc. Donc, j'ai lu ce bouquin-là, j'ai rien compris. J'ai rien compris, mais, Tu mais t'es dit un jour je vais essayer de comprendre ça. Même, bah, en non, c'est fait, vrai, beaucoup de personnes essaient de comprendre jusqu'à maintenant, ils n'y arrivent pas au passage, hein. j'ai rien compris, mais il y a un truc qui est sorti. Je me suis dit, ah, c'est quoi ce domaine-là de la psychologie, du cerveau humain? Est-ce qu'on peut comprendre comment fonctionne le cerveau? Ça qui m'avait je veux dire, fasciné à cette époque-là. Et à partir de là, je commençais à m'intéresser à tout ce qui est développement personnel. Bon, à l'époque, on ne l'appelait pas forcément développement personnel, mais tout ce qui a trait à la psychologie, les biais cognitifs, etc. Je lisais ça avec beaucoup d'intérêt. Donc j'ai eu beaucoup de livres là-dessus. Et plus tard, quand je suis arrivé plus en France, je me suis dit, bon, faut passer à la pratique parce que j'aime bien pratiquer, moi. J'aime bien passer à l'action, pas uniquement de la théorie. Donc je me suis dit, allez, chaque année, je vais me faire une formation dans un thème ou un sujet qui m'intéresse. Par exemple, si je m'intéresse à la PNL, au lieu de dire que des bouquins sur la PNL, bah, je vais faire une formation sur la PNL. Donc je fais technicien 1, 2, 3, maître praticien. À un moment donné, je suis tombé aussi sur l'hypnose. Pour moi, c'était quelque chose d'ésotérique. L'hypnose, c'était un peu de magie. Mais j'ai assisté à une conférence et j'ai vu que c'était quelque chose de scientifique. Donc je me suis dit, ah, je me suis intéressé, j'ai lu des bouquins, je me suis dit, ah, c'est vraiment scientifique.
J'ai fait une formation en hypnothérapie, donc je suis devenu maître praticien. Ok. Coaching, pareil. Enfin voilà, tous les sujets. J'essaie d'avoir une formation. Bon, elle est toujours certifiante in fine parce que tu as toujours un certificat, mais le plus important pour moi, c'était vraiment de pousser vraiment la connaissance à la pratique, quoi. Oui, en fait, pour les personnes aussi qui nous écoutent, euh, Karim m'a parlé une fois en off d'une expérience qu'il avait. En fait, réellement, c'est quelqu'un qui aime la pratique et il a poussé le concept assez loin. Donc, je voudrais revenir une fois, c'est l'anecdote que tu m'avais racontée sur l'hypnose où tu as fait de la street hypnose. Ouais. Est-ce que tu peux raconter ça? Oui, ben effectivement, quand j'ai fini ma formation d'hypnose, etc., donc j'ai commencé à essayer, je veux dire, à pratiquer l'hypnose, bien sûr, en rodage, etc. Je faisais pas toujours tout bien. Et j'ai découvert la street hypnose. C'était des personnes qui se mettaient dans la rue avec un panneau, hypnose gratuite, et les gens se présentaient pour tester un petit peu ce que c'était l'hypnose. Ok. Et ça m'avait fasciné. Donc je me suis inscrit aussi à ça. J'ai fait la formation street hypnose qui est un petit peu plus différente que l'hypnothérapie, qui est un peu plus thérapeutique. Et du coup, je suis retrouvé avec ces messieurs, dames, dans la rue, avec un panneau en disant hypnose gratuite. Et ce qui était marrant dans cette expérience-là, c'est que il y avait des gens qui venaient te défier en disant, comme même a priori, moi au début, hein, c'est pas vrai, C'est des conneries. c'est des conneries, etc. Écoute, je dis, et du coup, on faisait face à ce genre de personnes-là. Il y a des gens qui voulaient essayer honnêtement, hein, parce qu'ils y croyaient, ils voulaient vivre l'expérience. Il y avait des gens qui vous défiaient. Moi, j'ai vu un gars avec moi qui est venu avec sa copine, où sa copine a dit oui, mon copain qui croit pas du tout à votre truc. Et il me dit clairement, vous êtes des charlatans, etc. etc. Et quand il se retrouve un petit peu endormi après, bon, c'est marrant de le voir. Et sa femme a pris, je crois, 85 photos comme ça, pour lui rappeler ce moment, hein, parce que lui, c'était un petit macho en plus. Non, il y a des histoires comme ça, où j'ai eu des Anglais aussi, des Anglais qui sont venus pour tester honnêtement. Et ce qui était marrant, c'est que quand je faisais un petit peu les protocoles avec son mari, c'est elle qui est tombée par terre. Ah ouais. Ouais, bon, il y a des petites histoires comme ça qui sont super marrantes. Et il y a beaucoup de gens qui repartent avec ça, avec l'expérience. Au-delà de ça, je veux dire, au-delà de l'expérience, eux, ils vivent des excellentes expériences. Pour moi, c'était la meilleure des pratiques parce qu'on était sur le terrain et tu bénéficies d'une expérience sur le terrain qui est 1000 fois mieux que tu le fais en cabinet, quoi. Donc, Tu sens que parfois il y a une différence entre ce qu'on apprend dans les livres et en théorie et réellement à pratiquer. Quel est le facteur qui va manquer si une personne ne se concentre uniquement que sur la théorie? la théorie, pour moi, c'est 10-20%, c'est tout. Tout le reste, l'apprentissage, si vraiment tu veux maîtriser une compétence, je veux dire une technique ou une profession, c'est 80% de pratique. Pour moi, c'est indéniable. Et tu sens qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de pratique ou que de théorie ou l'inverse dans le domaine dans lequel tu pratiques, donc, dans le coaching? Dans le coaching, alors aujourd'hui, dans le métier que je fais aujourd'hui, Oui. euh, je trouve que les chefs d'entreprise, il n'y a pas vraiment d'école de formation de chefs d'entreprise au niveau pratique. C'est-à-dire qu'il y a des écoles, effectivement, pour t'apprendre, je veux dire, les b.a.-ba, les concepts, effectivement, de construction d'une entreprise. Mais l'entreprise, c'est un peu particulier, comme tous les métiers, je dirais, c'est que euh, c'est assez généraliste. C'est-à-dire que quand les cours se font, c'est pas du sur-mesure, c'est fait pour un groupe de personnes. Donc, on va prendre des théories, on va prendre des définitions, on va prendre des concepts, c'est assez généraux. Mais après, personne t'apprend à adapter, je veux dire, ces théories-là dans la pratique par rapport à ton besoin à toi, par rapport à ta personnalité, ta vision des choses et par rapport aux produits que tu vends, hein. Et ça, tu le fais qu'avec la pratique. Et ça, tu peux le faire qu'avec la pratique. Et il y a un processus aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que tu apprends par l'échec, hein, je veux dire, par le, comment dire, la combinaison essai, échec, succès, etc. Itération, avec des itérations. Exactement. Et c'est le meilleur apprentissage. Meilleur apprentissage. Donc après, donc tu fais ta formation en hypnose et en coaching. Ça, c'était durant ton expérience à Carrefour. La deuxième expérience à Carrefour où tu étais à Paris, où tu étais B2B Franchise Advisor, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça t'a fait 17 ans d'expérience dans la grande distribution. En 2021, tu te dis, je vais lancer ma boîte. Ah non, il y a une étape avant quand même. Oui, dis-moi. C'est que cette histoire d'hypnose, PNL, etc., j'ai fait ça jusqu'à 2015-2016. Et
2016, j'ai commencé à accompagner des dirigeants d'entreprises pour développer leur franchise. Et comme en parallèle, effectivement, je me passionnais pour tout ce qui est développement personnel, il y a une fois, je me promenais un petit peu dans mon quartier, au mois de septembre, il y avait une association qui distribuait un petit peu des flyers pour promouvoir leurs activités dans l'association. Moi, je prends un flyer, je lis, je vois qu'il y a beaucoup d'activités, et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui dis au président de l'association, je lui dis, écoutez, ça ne vous intéresserait pas que j'anime des ateliers de développement personnel pour des personnes, etc. Alors, sans vraiment y croire, je lui ai dit ça. Hein. C'était juste comme ça pour me tester moi-même, mon discours, etc. Et voilà, c'est un petit truc comme ça, un petit grain de folie. Et c'était surpris parce qu'il m'a dit ah oui, ça m'intéresse vachement. Écrivez-moi un mail avec votre projet et on étudiera la chose. Je rentre à la maison, je lui fais un projet, grosso modo, hein, comment je vois la chose, comment l'atelier va se dérouler, etc. Il lit le truc, il me dit chiche, on y va, on démarre, on vous a réservé la salle, tous les vendredis soirs, vous pouvez animer votre truc. Ok, bon, je me mets au marketing, je mets machin pour attirer les gens. Et je commence mes ateliers tous les vendredis soirs. Je reçois des gens de plus en plus, 3, 4, 10, 15. Alors, on n'a jamais dépassé les 15 personnes, parce que c'est une petite salle quand même. Et je commençais à préparer mes ateliers dans la semaine. Et on faisait ça vraiment, c'est pas du descendant, hein, c'est on participait, on passait un très bon moment, parce que vendredi soir, c'est fin de semaine. Les gens, tu sais, ils ont passé la semaine à bosser, ils ont envie de vraiment d'apprendre, mais dans De se un détendre aussi. environnement cool quand même. Oui, oui. Donc on rigolait beaucoup, mais on apprenait aussi beaucoup, et donc les bouche à oreille a fonctionné, ça commençait à se remplir Ça, de plus c'était en en plus. même temps que tu travaillais chez Oui, Carrefour. oui, exactement. Vendredi soir, donc après le boulot. Tu vois, Le niveau d'énergie peut être bas, oui. Ouais, ça va, j'étais en forme à l'époque. Mais disons, Là, oui. Aujourd'hui, je suis un peu plus vieux, mais... Et donc, c'était une excellente expérience pour moi, d'accord, d'animer tout ça. Et petit à petit, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait de plus en plus de chefs d'entreprise, de petites entreprises qui venaient assister un petit peu à mes ateliers. Donc, je commençais à adapter aussi mes ateliers par rapport à leurs besoins. Et les échanges avec eux, etc., ça m'a vachement intéressé. C'est ce qui m'a commencé à mettre dans la piste du coaching, mais plus business. Ça a commencé à m'intéresser. Donc j'ai pris aussi en parallèle un cabinet, j'ai ouvert un petit cabinet les week-ends pour répondre un petit peu à des besoins en one-to-one que me demandaient les coachés de ces ateliers-là. Et j'ai pris ce cabinet-là, et j'ai essayé de tout faire bien, et j'ai commencé à coacher one-to-one, mais plus du coaching de vie plutôt que du business. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas ça que j'ai recherché réellement, que je m'épanouissais plus à coacher des dirigeants d'entreprise, des chefs d'entreprise, parce qu'il y avait le côté business qui me parlait énormément, qui était très important pour moi, parce que c'est un domaine qui est super passionnant pour moi. Plus il y avait ce côté humain, parce que chef d'entreprise, ça reste comme ou une chef d'entreprise, hein, n'oublions pas, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de chefs d'entreprise avec eux. Donc de plus en plus, j'échangeais avec eux et je prenais plus d'intérêt à accompagner ce genre de personnes-là, personnellement et au niveau de leur entreprise surtout. Voilà. Et c'est là que, pour revenir à ce que tu me disais, en 2021, je décide de me lancer dans le business coaching, d'accord, donc l'accompagnement de dirigeants dans le pilotage de leur entreprise. Et je ne voulais pas le faire comme ça, juste par des connaissances, des formations, etc. Je me suis dit, je veux le faire avec une école ou alors un truc ou une entreprise qui est vraiment spécialisée, reconnue, référente en termes de business coaching. Je ne voulais pas le faire par hasard. Parce que j'étais convaincu que si je démarrais moyen, ça va prendre beaucoup de temps pour développer mon business, d'accord. Et moi, je suis quelqu'un d'assez, pressé, et j'ai besoin de faire les choses bien dès le départ. Et c'est l'expérience qui m'a appris ça. Et donc, du coup, j'ai regardé un petit peu et je me suis dit, attends, les anglophones sont meilleurs que nous en business, hein, donc je suis orienté vite vers l'Angleterre, aux États-Unis, qu'est-ce qui se fait de bien, etc. Et j'ai trouvé une boîte américaine qui existe depuis plus de 25 ans, qui s'appelle Action Coach, qui est spécialisée justement dans l'accompagnement de dirigeants de petites et moyennes entreprises pour le développement de leur entreprise, dans le pilotage, dans la stratégie. Je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Et donc, du coup, ils avaient une antenne ici à Paris, en France. Et là, du coup, je suis rentré dans cette antenne-là. Et donc, c'est un réseau. Formation. Donc, c'est un réseau qui est franchisé. C'est une franchise qui est internationale. Donc, ils existent dans 80 pays, pardon. Il y a 1200 franchisés. Hein, ça existe depuis 25 ans. Et ce qui m'a séduit, c'est qu'il y a un réseau presque social interne où aujourd'hui, tous les coachs du monde, business coachs du monde, interagissent. Ils peuvent s'échanger très librement sur leurs pratiques, sur le savoir-faire. Et donc, c'est une richesse qui est immense. C'est-à-dire que tu peux appeler quelqu'un au Mexique pour lui dire, toi, comment tu fais dans cette phase-là, et il te donne un petit peu cette pratique-là.
Et je veux dire, ce foisonnement de coachs et ce réseau permet aussi une recherche et développement qui est constante. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un outil ou une pratique qui est trouvée, qui est intéressante et qui est validée, bah, elle est mise en plus comme un outil supplémentaire. Donc ça permet à chaque fois d'être à jour et d'avoir toujours de nouveaux outils à proposer parce que le monde change, hein, il n'est pas constant. Donc les pratiques changent, les entreprises changent, les paradigmes changent aussi. Donc ça permet aussi d'avoir toujours d'être à jour par rapport aux pratiques, aux techniques, aux approches, etc. Donc c'est là où tu as créé Winaction, ta société Winaction, et tu t'es associé ou du moins tu es rentré dans ce réseau-là de business coach. Ouais. Revenons plutôt par rapport au mindset que tu avais à l'époque. Donc, tu avais une intuition que tu voulais aller dans ce sens-là, mais ça reste une intuition. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé? Tu dis, OK, bon, je quitte mon travail où j'ai un excellent salaire et tous les mois, je sais que je vais avoir mon salaire qui rentre, mon compte bancaire qui est bien renfloué, le frigo qui est bien rempli. Et là, je vais prendre un risque. Et finalement, je vais aller créer mon entreprise et je n'ai aucune garantie que ça va marcher. Quel déclic se passe dans ta tête à ce moment-là? Bah, déjà, j'avais cette cacahuète entrepreneuriale déjà en moi depuis mon adolescence, grosso modo. Hein. Je vais te passer les détails, mais on ressent qu'on a une fibre entrepreneuriale ou pas et on a envie de créer quelque chose tout seul. Quoi. C'est un ressenti qui me suivait tout le temps. Et j'ai pris cette décision-là, justement, de sauter le pas à 40 ans, comme la plupart. La crise de la quarantaine? La crise de la quarantaine, et à 4000 mètres, hein, parce qu'après un saut en parachute. Donc, ah oui, raconte-moi ça. Bah, on m'a dit de prendre de la hauteur, j'ai pris de la hauteur. Donc j'ai sauté, effectivement, en parachute. Et quand je suis arrivé... C'est dans quel contexte? Bah, c'était pour mes 40 ans. Ah, c'était un cadeau d'anniversaire? Exactement, c'était un cadeau d'anniversaire. Je sais pas si c'est un cadeau d'anniversaire, je crois qu'elle avait un peu marre de moi. Non, je plaisante. C'était ma femme qui a fait ce cadeau-là, je remercie, c'était une superbe expérience. Donc voilà, j'ai sauté et du coup, tu vois effectivement les choses d'une autre perspective, disons-nous. Et quand j'ai touché le sol, je me suis dit, c'est bon, avec l'adrénaline, l'endorphine qui était mélangée, je me suis dit, c'est bon, j'y vais, je décide, je saute le pas. Je crée tout de suite. Demain, je vais au greffe. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et donc, effectivement, c'est comme ça que j'ai sauté le pas, quoi. Ok. Est-ce que tu peux me faire l'elevator pitch de Winaction? Ouh là 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 là. Là, tu me surprends. Comme dit l'américain, I put you on the spot. Bah, pour te la faire très courte, je veux dire, moi, j'accompagne des dirigeants qui sont des bons chefs d'entreprise à devenir de très bons chefs d'entreprise, tout simplement. Voilà. Est-ce que tout le monde est apte à devenir très bon chef d'entreprise? Parce qu'il faut quand même se remettre en question. Il faut se dire, moi, je suis coachable, ou alors j'ai envie d'avoir du coaching, ou j'ai besoin de coaching. Est-ce que tout le monde peut être approché par un coach pour l'améliorer, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont sceptiques? Est-ce que tu pourrais convaincre une personne maintenant, aujourd'hui, qui nous écoute, qui est chef d'entreprise, pour l'amener à dire, OK, ça pourrait m'être bénéfique? Bah, aujourd'hui, comme on connaît l'adage un petit peu, on ne naît pas chef d'entreprise, on le devient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, à la base, il faut avoir une fibre entrepreneuriale, ça c'est sûr. Mais par contre, on le devient, ça veut dire quoi? Il y a un apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez devenir chef d'entreprise. La différence qui va être faite, c'est que vous pouvez le devenir en 10 ans, comme vous pouvez le devenir en 3 ans ou 4 ans. D'accord? Aujourd'hui, se faire accompagner par un business coach permet tout simplement de gagner énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'il a les connaissances, il a le savoir-faire, il a tout ce qu'il faut ne pas faire surtout, d'accord, pour arriver à l'objectif très rapidement. D'accord? Mais si je fais l'avocat du diable, chaque entrepreneur parfois a un mentor. Et c'est un autre chef d'entreprise. Est-ce que parfois tu trouves que ces autres chefs d'entreprise ne sont pas de bons conseils? Ou en quoi le business coach se distingue de son mentor qui est parfois un entrepreneur? C'est un vétéran de l'entrepreneuriat, c'est un serial entrepreneur, il a créé une dizaine de boîtes, alors que parfois un business coach n'a pas créé de société. En quoi il y a cette valeur ajoutée? Je te dirais tout simplement, avoir un mentor, c'est très bien. C'est, je veux dire, excellent si vous avez un bon mentor. Et d'ailleurs, les plus grands chefs d'entreprise, je veux dire, dans le monde, ils ont tous eu un mentor. Alors, que ce soit un mentor et chef d'entreprise, mais là, je ne suis pas d'accord, c'est que votre conjoint, votre femme, votre mari peut être aussi un mentor pour vous, même s'il n'a pas ouvert beaucoup de sociétés. Hein. Mais le mentoring est très important. Par contre, si vous n'avez pas de mentor, justement, autour de vous, qui vous tire vers le haut, qui vous montre un petit peu le chemin,
Bah là, vous avez besoin d'une personne, c'est quoi? C'est un business coach finalement. Pourquoi? Parce que business coach a été créé par des mentors finalement. Les concepts, les méthodes du coaching en business, d'accord? C'est de l'essence même qui sort un petit peu de tous ceux qui ont réussi dans le monde. Ok. On a pris un petit peu cette quintessence et on l'a mis dans des méthodes, des concepts, etc. D'accord? Et aujourd'hui, un business coach qui est salarié, pour moi, tu vois, là, il y a une petite Ah, distance. Par contre, un business coach qui lui-même est chef d'entreprise, donc il applique lui-même, il a les mêmes contraintes et il se développe aussi son entreprise, hein, quelque part. Donc il s'applique lui-même aussi ce qu'il est en train d'enseigner ou d'accompagner, etc. Donc ça, c'est aussi un point qui est très important par rapport à l'accompagnement. Et donc, il y a une autre différence aussi, c'est que le mentor, quand on le trouve, il est peut-être spécialisé dans un secteur d'activité en particulier. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon mentor et en plus de ça, qui fait à peu près, qui a une expérience dans ce que... Vaut mieux avoir une expérience dans le secteur d'activité où tu es. Tu ne peux pas dire à un mentor qui a fait, par exemple, de l'industrie, qui a développé une entreprise dans l'industrie, de t'accompagner dans ton projet de digital. Il va y avoir un petit peu hmm. une distance, d'accord? L'avantage de Business Coach, c'est qu'aujourd'hui, enfin chez nous en tout cas, Action Coach, avec l'entreprise Une Action, c'est que nous, on ne se prétend pas être plus expert que l'entrepreneur dans son métier. Lui, ça reste toujours le meilleur expert dans son métier. Mais par contre, nous, on est expert dans notre métier. C'est-à-dire, c'est quoi notre métier? C'est vous apprendre, vous montrer comment construire une entreprise rapidement, qui soit commerciale, rentable et qui fonctionne au maximum sur son dirigeant. Hmm. Et aussi, tu sais, il y a ce côté aussi gestion émotionnelle. Pas mal de personnes m'ont dit, des entrepreneurs, que le plus important, ce n'est pas tant l'expertise, voilà, savoir coder parce que ça, tu peux recruter, ou avoir une bonne gestion financière parce que tu peux trouver un très bon CFO. Mais pour un entrepreneur, c'est gérer ses émotions et gérer sa capacité de décision qui doit toujours rester objective et qui doit rester lucide. Et ça, avec l'expérience entrepreneuriale qui peut parfois être des montagnes russes, hein. Un jour, on se dit, ah, bah, je suis le roi du monde, je réussis tout, et le lendemain, on a juste envie de se suicider. Donc, cette montagne émotionnelle et ces montagnes russes émotionnelles, est-ce que vous accompagnez aussi les coachs, les entrepreneurs à ça? À comment garder la tête froide, comment gérer ses émotions? Bien sûr, parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'on accompagne l'entrepreneur, mais on accompagne aussi l'humain qui est derrière aussi. Et bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre, d'accord? Même si aujourd'hui, moi, mon métier, c'est vraiment d'accompagner la stratégie d'entreprise, le dirigeant dans la construction de sa boîte et dans l'action, il y a aussi le côté humain qui est super important. Donc, si aujourd'hui, personnellement, il va pas bien, même sur la vie privée, etc., ça va automatiquement avoir une conséquence sur son entreprise, ça c'est Mhm. indéniable. Mhm. Donc effectivement, la gestion des émotions, etc., c'est un point on prend vraiment en compte. Mhm. Mm. Donc, ça fait 2 ans que tu as lancé ton expérience entrepreneuriale. Mm. Et donc, la promesse entrepreneuriale, est-ce qu'elle est tenue? Est-ce qu'il y a des désillusions? Est-ce qu'il y a des surprises positives? Quel est ton avis mitigé? Je voudrais que tu me donnes le côté bon et négatif de l'expérience entrepreneuriale. Bah, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de côté négatif, parce que tous les côtés négatifs, même s'il y en a, bien sûr, hein, c'est des apprentissages. Tu vois. Donc, si tu les prends comme des échecs, tu n'avanceras pas très très rapidement. Mais par contre, si tu réussis pas, tu as eu des difficultés, il faut essayer de toujours systématiquement tirer les bonnes leçons. Pourquoi c'est une difficulté? Pourquoi? Et tirer les leçons rapidement surtout. Hein. Faut pas... Et c'est là qui permet d'avancer. Et aujourd'hui, si tu t'en lances dans comment dire, le processus ou l'aventure entrepreneuriale en se disant je vais tout faire de façon parfaite et je ne vais pas me tromper, et je ne vais pas vivre de mauvaises expériences, ça va être un peu plus compliqué pour toi pour la suite. Quoi. Donc pour moi, il y a eu effectivement des échecs, mais pour moi, c'était déjà intégré dans ma tête. C'est-à-dire qu'effectivement, je m'attendais à tout ça. Donc ce n'était pas une surprise. Quoi. Et quand je suis dans l'échec à fond, effectivement, c'est déprimant sur le moment. Mais un côté dans ta tête, tu te dis, de toute façon, je l'avais prévu, donc voilà. Et quand tu prends les petites histoires un petit peu comme de celui qui est KFC, par exemple, où il a fait, je crois, 1000 restaurants avant que sa recette de poulet soit acceptée, et tu te dis, bon, moi, si j'ai 10 échecs, 11, ça va, hein, ça passe. Donc, non, pour moi, c'est peut-être aussi mes lectures ou, je veux dire, mes échanges, mais effectivement, la culture de l'échec, elle n'est pas ancrée chez tout le monde, surtout dans les pays latins, hein, je veux dire, français. On a aussi quelques influences aussi en Tunisie par rapport à ça. Mais la culture de l'échec, elle est différente aux États-Unis, dans les pays anglophones qu'en France. En quoi? Je te donne un...
Aux États-Unis, en France, je te dis un exemple concret. C'est que moi, je fréquente, bien sûr, pas mal de réseaux de chefs d'entreprise. Et ce qui est marrant de voir, c'est que tu vois tout le monde qui fait son pitch à chaque fois, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes. Et moi, mon métier, c'est d'accompagner des chefs d'entreprise. Et je vois que c'est pas le cas, tu vois. Donc, je sais très très bien que c'est pas possible, et qu'il y a forcément des hauts et des bas, et qu'on n'est pas à 100%, je veux dire, en réussite, c'est pas possible. Mais on a du mal à dire, quand on va faire son pitch, régulier, etc., dans le même groupe, de dire, par exemple, cette semaine, j'ai une semaine de merde, j'ai fait pas de chiffres, je m'inquiète, comment je vais payer mes salariés. T'entends jamais ça. Tout le monde, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais quand tu creuses un peu, c'est pas vrai. Donc, on a cet ego-là, on doit toujours montrer la bonne image. Aux États-Unis, en Angleterre, ce que j'ai remarqué sur place, c'est que s'il est une difficulté, il le dit. Et c'est pas une honte. Au contraire, les gens vont plus venir l'aider et c'est plutôt bien accueilli parce que c'est un processus de développement qui est tout à fait intégré et normal. Moi, je te donne une histoire très simple, hein. Ça commence dès l'école, hein. C'est des croyances, c'est des paradigmes qu'on met un petit peu dans la tête dès notre plus jeune âge. C'est que tu prends un enfant, par exemple ici dans le contexte un petit peu francophone, et tu prends un enfant en contexte plus anglophone, en France, quand par exemple le professeur va dire 1 plus 1 est égal à combien et il se trompe l'enfant et il dit 3, la réponse ça va être c'est faux. Donc c'est vraiment c'est un préjugé, déjà c'est faux. Donc le gamin il a l'impression qu'il est complètement à côté de la plaque, il n'est pas fait pour ça, il peut se mettre en tête je veux dire de fausses croyances en disant finalement c'est faux, je suis nul dans cette matière-là, je serai jamais bon dans cette matière-là, donc du coup il la met dans une case je serai jamais bon dans cette matière-là. Alors que c'est juste un petit échec. La différence, c'est que le même enfant, tu le mets dans l'autre contexte un peu plus anglophone, tu dis 1 plus 1 est égal à combien, le professeur lui dit ça, et s'il dit 3, il ne va pas lui dire c'est faux, il va dire presque. Et ce mot presque, ça change complètement tu vois, ça change complètement la psychologie de l'enfant. C'est-à-dire que c'est presque le message, t'as failli réussir. Donc du coup, il met pas une croix complètement sur cette matière-là, il se dit, bon, je peux y arriver, c'est peut-être la prochaine fois. Donc ces petites nuances-là qui sont super importantes au niveau culturel, au niveau éducation, au niveau des croyances qu'on vous met un petit peu dans la tête. Donc ça, c'est super important. Et là, ça se traduit, c'est pour ça que je reviens à cette histoire-là, c'est que ça se traduit aussi, même plus tard, en adulte. C'est qu'aujourd'hui, un entrepreneur, ce que je vois aujourd'hui, il n'avoue pas publiquement un échec ou une difficulté. D'accord ? Alors que ça fait tellement du bien d'en parler parce que ça te permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, moi, ces mêmes chefs d'entreprise qui font des pitchs toutes les semaines en disant que tout va bien, etc. Moi, j'organise, tu sais, des réunions, des ateliers qu'on appelle un petit peu des conseils d'administration pour des chefs d'entreprise TPE-PME. Parce que les conseils d'administration, c'est fait pour les grandes entreprises, mais les petites entreprises n'ont pas de conseil d'administration. Donc, tu retrouves très souvent des chefs d'entreprise qui n'ont pas à qui parler, c'est-à-dire qu'ils ont du mal ils ne peuvent pas dire à leurs salariés, écoute, j'ai des doutes, j'ai des peurs, ou ça va pas, ou je m'inquiète sur l'avenir, sur un truc en particulier. Ils ont du mal à le dire à leur famille, des fois, parce qu'ils doivent toujours conserver cette image-là de quelqu'un qui a réussi, tout va bien. Et quand on a créé ce genre de conseil d'administration pour dirigeants de TPME, donc c'est plusieurs dirigeants qui viennent de différents secteurs qui viennent, et on met le cadre, je mets le cadre en disant qu'il est là pour parler aussi bien des réussites mais aussi des échecs, c'est la condition effectivement. Et ça se passe super bien parce que pour la première fois, ils parlent de leurs doutes, etc., avec d'autres chefs d'entreprise. Et dans un environnement vraiment bienveillant, les autres sont là pour essayer de le pousser, lui donner des idées, l'accompagner. Peut-être une personne qui a vécu la même expérience, elle va lui donner un retour d'expérience, ou même plus, l'accompagner sur cette phase-là. Et on voit que c'est libérateur. Et surtout, ça permet de gagner un temps énorme et de regagner rapidement en motivation et d'avancer plus rapidement. Donc tu vois, c'est ça qui est intéressant dans la culture de l'échec, d'accord ? C'est que moi je dis pour un chef d'entreprise, il faut en parler, bien sûr aux bonnes personnes, il faut en parler, mais ça fait partie du processus et c'est super important. Donc ça, c'était le côté, on va dire, négatif d'une société ou du moins de l'expérience entrepreneuriale. Est-ce que tu peux me donner ton retour un peu positif de l'expérience entrepreneuriale? Qu'est-ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu dis, j'ai fait le bon choix?
Bah écoute, quand tu réussis, effectivement, Ça veut dire quoi la réussite? C'est vraiment un terme oui, oui, très vague. oui, effectivement. Quand tu réussis, c'est quoi réussir? Je parle pas Selon toi. c'est pas uniquement la réussite financière. Effectivement, quand tu vois ton compte en banque euh, re- comme ça se renflouer, et tu vois un petit peu les euros qui rentrent, ça fait plaisir. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est par exemple quand tu es reconnu par tes pairs dans ton domaine d'activité, quand tu as un client, notamment pour moi, un chef d'entreprise qui réussit dans un domaine ou dans un objectif qu'il n'a pas réussi depuis quelques années, tu vois, et je peux te dire que moi, ma meilleure récompense, c'est quand un chef d'entreprise me dit, par exemple, non pas merci parce que tu m'as fait gagner tant, parce que je suis arrivé à mes objectifs d'affaires, mais qui me disent, bon, bien sûr, ça c'est important, mais qui me disent in fine, bah maintenant je prends plus de temps pour moi et j'emmène mon fils au foot maintenant chaque semaine, que je faisais pas depuis des Ah, années. ça fait plaisir à entendre. Ça, c'est vraiment le retour qui est le plus attendu. Bien sûr, il s'est permis de faire ça parce qu'il a gagné du temps, parce qu'il a mis en place des choses dans son entreprise qui lui a permis aussi de gagner de l'argent, d'automatiser certaines choses. Tu vois, donc la conséquence derrière, ils vont pas te dire merci de m'avoir gagné X% de développement de mon entreprise ou d'avoir développé tel truc. Le premier réflexe qu'ils te disent merci parce que je passe plus de moments avec mon fiston, parce que j'emmène ma femme au restaurant maintenant, etc. Donc ça, c'est le plus important pour moi. Hmm. Mais écoute, c'est vrai que ça fait plaisir quand on entend ça et ça nous donne beaucoup d'énergie. S'il y a un jeune qui nous écoute aujourd'hui, qui voudrait se lancer dans l'expérience entrepreneuriale, quel conseil tu lui donnerais? Donc, il est jeune diplômé ou alors il a quelques années d'expérience. Il se dit, allez, je vais me lancer. Quel conseil tu souhaiterais lui donner? Bah, tout ça, tout simplement, c'est de se faire, je veux dire, accompagner. Il n'aille pas tout seul, d'accord, de mettre les moyens pour se faire accompagner par les bonnes personnes. Alors, comme tu disais tout à l'heure, hein, ça peut, bon, j'ai prêché pour ma paroisse, hein, appeler un business coach. Il s'appelle Karim Majoub, il est pas mal. Mais oui, effectivement, se faire accompagner, c'est très important parce que ça permet un gain de temps énorme. Gain de temps énorme. Aujourd'hui, le plus gros échec, effectivement, qu'il y a, c'est la perte de temps. Aujourd'hui, il faut savoir que pourquoi c'est important d'avoir un mentor, d'avoir un associé aussi. Ça peut être un associé qui est avec vous, qui va vous permettre de vous booster, sa personnalité, enfin vos personnalités vont vous permettre de vous challenger les uns les autres et de construire. Ça se passe pas toujours très très bien avec les associés, mais en général, quand on trouve le bon associé, c'est aussi très très bien. Mais quand vous n'avez pas ce mentor-là, quand vous n'avez pas cet associé-là, il y a aussi le business coach qui peut vous accompagner là-dessus. Et ça vous permet de gagner du temps. Alors comment gagner du temps? Tout simplement, il va clarifier la route pour vous. Imaginez, c'est comme un GPS. En général, un jeune qui se lance, il a l'idée, il a la motivation, il a l'envie, mais il ne sait pas comment y aller. C'est ça le gros souci. C'est comme si tu disais, bon, je prends mon petit bateau et je vais aller quelque part dans ce continent. Ouais, mais où exactement, d'accord? Et plus tu es précis et plus tu vas pouvoir tracer un chemin le plus efficace possible pour Mhm. éviter les erreurs de navigation, etc. Et surtout embarquer aussi les personnes avec toi parce que tu as une vision claire, une destination claire. Donc ça se travaille. Ça se travaille en amont, même si un jeune va te dire avec plein d'envie, plein de rêves, je sais, mon produit a marché ou mon service a marché, je vais y arriver. Et pas que les jeunes, hein. Même des gens qui se reconvertissent à 50 ans, quand ils sautent le pas de l'entrepreneuriat, ils ont plein de rêves la tête. Et le problème, c'est que les rêves disparaissent très rapidement quand on Oui, passe au on terrain. passe la réalité, oui. Et là, ils sont plus dans le faire, c'est-à-dire qu'ils sont dans le train-train quotidien. Le chef d'entreprise a plusieurs casquettes, donc il tombe un petit peu dans ce rouleau compresseur là. Voilà. Donc, se faire accompagner, c'est très bien parce que ça permet d'avoir cette vue, prise de recul, cette hauteur de vue qui permet toujours d'aligner un petit peu son cap, d'accord, et de Mhm. remettre la destination bien en face et d'éviter les erreurs inutiles et qui peuvent être très très coûteuses, quoi. Mm. Est-ce qu'il y a un à deux livres que tu offres beaucoup aux personnes, que tu n'hésites pas à en faire cadeau, ou alors cite-moi deux, trois livres qui ont réellement changé ta vie et ta manière de penser. Pour offrir des livres, dans ce que je pratique, j'offre pas mal de livres en fonction de la situation d'entrepreneur parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui est super important pour moi, c'est la lecture. Enfin, pour moi, ça fait partie pour moi de l'accompagnement. Mhm. Je ne vais pas m'étaler sur les bienfaits du livre, mais effectivement, si tu prends un petit peu tous les grands entrepreneurs, que ce soit français, internationaux, etc., c'était tous des lecteurs.
Parce que je vois, en tout cas, j'ai rarement vu des chefs d'entreprise qui ont réussi, qui ne sont pas des lecteurs, quoi. Moi, Vorace, donc qui lisent oui, beaucoup. vorace, effectivement. Parce que moi, par exemple, chefs d'entreprise qui ont réussi, que j'accompagne aujourd'hui, ils le disent pas, hein, c'est pas, ils le cachent pas, mais pour eux, c'est tout à fait naturel de lire deux livres par semaine, hein, tu vois. Mais quand tu leur poses la question, c'est quoi la clé de ton succès, il va pas penser forcément à ça. Mais en vérité, ça, c'est super important parce que ça ouvre les chakras. Ça développe, je veux dire, des connexions au niveau du cerveau qui sont super importantes. Ça développe la créativité. Ça te sort un petit peu de la logique quotidienne, d'accord. Et même lire quelques pages par jour, c'est super important. Et il y a des associations d'idées qui se font. Il y a des superpositions qui se font d'idées super intéressantes. Ça remet en cause plein de choses. Et pas mal de chefs d'entreprise, nouveaux chefs d'entreprise qui ne sont pas des lecteurs, qui maintenant sont devenus des lecteurs. Et maintenant, c'est eux qui me demandent des livres. Ils ne peuvent plus s'en passer. Parce que maintenant, il dit ah oui, j'ai lu ce livre-là et j'ai 3-4 idées super sympas que je vais mettre en place dans mon entreprise. C'est génial, c'est génial. Donc pour revenir à ta question, les livres, il y en a pas mal. Tout dépend de l'objectif de l'entreprise. Mais essaie de parler de 2 livres qui te tiennent à cœur et qui t'ont réellement changé ou changé la manière avec laquelle tu penses et qui ont été réellement fondamentales dans ta manière de réfléchir. Ah, ça va être compliqué hein, parce que dans ma bibliothèque, j'ai pas mal de livres et j'arrive pas à m'en séparer. Bah alors, cite-moi les 2 livres ou le livre que tu offres le plus. Il y a le livre E-Myth, par exemple, pour les entrepreneurs qui veulent construire vraiment une entreprise. Alors, je l'offre pour des entrepreneurs pour leur expliquer pourquoi automatiser au maximum votre business est super important. D'accord. Donc, ça, c'est E-Myth. E-Myth, ouais, c'est Ok. ça. Et un autre bouquin. Non, mais un déjà, Ah, c'est bon, pas voilà. mal. Ouais. Un déjà, c'est pas mal. On commence avec ça. Euh, une dernière question que j'ai à te poser. Donc là, maintenant, tu as 2 ans d'opération en tant qu'indépendant, tu as ta boîte, entrepreneur avec une action. 2 ans? Oui, mais là j'ai changé parce que cette année, après la première année, là je suis plus partenaire maintenant de la firme Action Coach, je suis plus franchisé. Ok. Donc maintenant je suis partenaire d'affaires avec eux, à la firme Paris. Mhm. Donc c'est notre approche qui est encore plus intéressante pour moi. Donc il y a beaucoup de projets de développement qui sont super. Mhm. Et je suis avec 2 personnes qui sont des serial entrepreneurs. Alexis Garcia qui est un serial entrepreneur expert comptable, qui a un groupe bien sûr d'entreprises qui est dans plusieurs secteurs d'activité, lequel je m'inspire énormément, donc je travaille avec lui. Et il y a aussi Marc-Julien Mathieu qui est le fondateur du BNI en France. Le BNI, donc c'est le premier réseau de recommandation en France d'affaires, hein. C'est des clubs d'entrepreneurs. Et donc je travaille avec eux, donc c'est un vrai bonheur parce que c'est des mentors pour moi aussi, parce qu'ils ont réussi, c'est des entrepreneurs, plusieurs entreprises. Et donc, du coup, je travaille avec eux au quotidien. Et c'est un vrai bonheur parce que tous les jours, c'est comme si j'ingurgitais 20 livres d'un coup, quoi, hein. Ok. Donc, tu as plusieurs années maintenant en tant qu'entrepreneur. Si tu devais tout refaire dès le départ, sauf qu'au lieu d'avoir plusieurs années, tu as que 3 mois à le faire, comment tu le ferais? Et qu'est-ce que tu changerais? Ce que je changerais dans la pratique Pour arriver au même résultat, pour arriver au même auquel résultat, tu es aujourd'hui, sauf que tu n'as pas 2 ans ou 3 ans, tu ouais, as 3 mois. ouais. Tu ferais comment? Pour arriver au même résultat Oui. qu'aujourd'hui, je peux pas te répondre comme ça parce que ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est grâce justement à tout le cheminement que j'ai effectué. Mais si j'avais que 3 mois, qu'est-ce que je ferais? Écoute, Tu vas à l'essentiel. j'allais déjà à l'essentiel. Moi, je suis comme ça, je vais directement à l'essentiel. Je dirais, même si j'ai du culot, hein, moi j'aime bien moi, faire en dedans, mais un peu plus d'audace, disons, d'accord, Mhm. et de confiance et d'audace. Hein, je veux dire, moi je sais que. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai vu tout récemment un, un agent immobilier new-yorkais qui a super bien réussi. Et lui, il m'a fait rigoler et en même temps fasciner. Et lui, il commençait un peu sur le marché aussi. Et comment il a réussi, c'est avec le culot. C'est-à-dire que quand un promoteur lui disait écoute, tu vas me vendre cet immeuble-là, il n'avait aucune idée comment vendre cet immeuble-là, mais il disait oui avec un grand sourire. Mais son sourire était tellement franc, tellement beau,
que tu pouvais que lui faire confiance. Mais en vérité, à l'intérieur de lui, il savait pas du tout comment il faut faire. Donc si j'avais que 3 mois pour faire les choses, j'aurais adopté la même technique. Fake it C'est-à-dire que, until you make it. les gars, je vais voir les plus gros chefs d'entreprise en leur disant ce que tu fais, c'est de la merde. Et moi, je vais t'apprendre la vie, mon gars, tu vois, avec le grand sourire un petit peu new-yorkais, tu sais. Mais bon, ce serait un petit peu mouillé sous le pantalon. Comme quoi l'audace parfois paye. L'audace paye. C'est important, c'est Bah important. oui, en fait, c'est même carrément le mot d'ordre des SAS, donc les commandos britanniques, et qui dit Who dare wins, celui qui ose gagne. Et c'est quelque chose qui est ancré dans leur ADN. Donc c'est réellement l'audace, c'est parfois Exactement. central à gagner en fait finalement. Exactement. Parce que pour revenir sur ça, je suis d'autant plus convaincu parce que depuis que j'ai vu ça, je le fais au quotidien. Bon, avec parcimonie bien sûr, mais ce qui est génial, je trouve, c'est pas juste de l'audace. Ceux qui nous entendent, c'est pas, il faut oser simplement. C'est que il y a un truc qui est magique quand même, c'est que quand t'es pas sûr, mais tu dis oui, je peux le faire parce que quelque part tu sens que tu peux le faire. Tu sais pas comment, mais tu peux le faire. Mais le fait de dire oui et tu t'engages, toutes tes ressources internes et externes vont se mettre en musique pour réussir. Donc c'est le bon stress, tu vois, c'est la bonne pression, d'accord. Et c'est magique. Donc tu te rends compte que tu développes des compétences parce que tu t'es engagé, tu t'es mis en danger. Et c'est à ce moment-là l'adrénaline, ou je sais pas ce qui se passe à l'intérieur au niveau hormonal, mais ce qui se passe, c'est que tu as plein de capacités que tu soupçonnais même pas, que tu avais oubliées, qui ressortent d'un coup, et tu te rends compte que finalement, oui, tu as été audacieux, tu savais pas comment faire, mais quand tu devais donner le livrable, bah, tu l'as donné de façon excellente, et le gars, il est super content, et il t'en félicite. Et là, tu dis, ah ouais, ok, c'est peut-être aussi un des secrets des succès des grands entrepreneurs. Exactement, c'est oser. C'est oser. Donc je vais conclure sur ce beau mot, oser. Avant de conclure, comment les gens peuvent te contacter Action Coach, comment ils peuvent avoir une séance de coaching avec toi? Bah écoute, c'est très simple, via le site Action Coach, ou alors moi je suis très présent sur LinkedIn, je communique beaucoup sur LinkedIn. Donc Karim Majoub. Oui, Karim Majoub, sur Mhm. LinkedIn facilement, je suis tout le temps dessus, il y a plein de contacts qui arrivent par ce biais-là. Ouais. Ok, parfait. Bah, Karim Majoub, merci d'avoir accepté mon invitation et merci d'avoir de t'être livré au micro de Jogurta Talks. Merci Ahmed, merci à toi et merci pour la qualité de tes questions.